Merci. J'essaierai d'être aussi bref que possible, puisque je dispose d'un laps de temps assez court, à juste titre d'ailleurs. Alors, pour commencer, je voudrais introduire un mot sur la notion du djihadisme. C'est une expression qui est devenue incontournable, puisque tout le monde s'en sert. En même temps, c'est une référence au djihad. Je voulais dire que par djihadisme, j'entends une version extrémiste qui se sert de la notion du djihad dans un sens qui n'est pas partagé par l'écrasante majorité des musulmans du monde. Par conséquent, il ne faut pas croire que le djihadisme, c'est le djihad. Non, c'est une interprétation radicale, extrémiste du djihad qui, encore une fois, est en contradiction avec le vécu et la conception de cette notion chez l'écrasante majorité. Je pense que c'est vraiment une majorité énorme de musulmans qui ne partagent pas ce point de vue. Cela étant, je me cantonne à l'Europe pour de multiples raisons, parce que je crois que personne ne peut prétendre connaître la totalité de ce phénomène qui est devenu un phénomène mondial, à savoir que le djihadisme englobe pratiquement le monde entier, sauf l'Amérique latine et vraisemblablement le Japon. Pour ce qui est du reste, dans tous les pays du monde, vous trouverez des groupes qui se réclament de différentes versions du djihadisme, à savoir que ce soit Daesh, que ce soit Jabhat al-Nusra, que ce soit d'autres groupes, Boko Haram, etc. Par conséquent, c'est un phénomène qui est devenu mondial. Le seul cas dont on dispose qui pourrait s'en rapprocher, mais alors de manière extrêmement timide, c'est, si vous voulez, l'anarchisme de la fin du XIXe siècle, mais qui encore une fois était vraiment limité à ce qu'on pourrait appeler le monde occidental et une partie de l'Amérique latine. Cette fois-ci, on est dans ce qu'on pourrait appeler le djihadisme mondialisé, mais alors mondialisé dans un sens qu'il faut définir. Moi, je me cantonne aujourd'hui à l'exemple européen, tout en faisant des comparaisons avec les pays du Moyen-Orient si nécessaire, mais ce que je veux d'abord introduire comme idée, c'est qu'avec Daesh, ou ce qu'on appelle, enfin, le soi-disant État islamique, puisqu'il se réclame de l'islam, alors que, encore une fois, une très grande partie du monde musulman rejette sa version de l'islam. Alors, Daesh, qui est l'acronyme arabe du mot l'État islamique de Cham et de l'Irak, Daesh introduit une rupture dans ce qu'on pourrait appeler les schèmes du djihadisme, d'abord sur le plan socio-anthropologique et politique. Je vais décrire en quoi ce phénomène a eu une influence énorme dans le monde, et notamment en Europe, et en quoi il y a rupture par rapport à Al-Qaïda. Al-Qaïda, si vous voulez, a eu vraiment son heure de gloire le 11 septembre 2001, mais il n'a jamais eu l'éclat de Daesh dans le sens où il y a eu de l'Europe 5000 jeunes qui sont partis. Alors que si on compte ceux qui de l'Europe sont partis, par exemple, en Afghanistan ou au Pakistan, pour rejoindre Al-Qaïda, leur nombre est une petite fraction de cela. Pour ce qui est de la France, on estime à moins de 200 ceux qui, entre 2000 et 2013, sont partis dans les terres où sévissait l'extrémisme islamiste radical. Et on sait qu'après, c'est-à-dire entre 2013 et 2016, leur nombre a été, selon les statistiques, entre 1200 et 1700. Pour ce qui est des autres pays européens, le même constat s'impose. Donc Daesh introduit, et ça c'est le point de vue que je vais représenter aujourd'hui, une rupture par rapport au modèle traditionnel, si vous voulez,
dont le représentant le plus significatif était Al-Qaïda. D'abord, comme je l'ai dit, numériquement. Si on regarde le nombre des jeunes qui, du monde entier, ont rejoint Daesh, on l'estime aux alentours de 30-35 000. Et parmi eux, il y a aux alentours de 5 à 6 000 qui sont partis de l'Europe. C'est un chiffre extrêmement élevé. Et s'il n'y avait pas eu des mécanismes interdisant le départ des jeunes, on pense, et selon certaines estimations, que par exemple, de l'Europe, il y aurait eu 12 à 13 000 qui seraient partis par la suite, mais ils ont été empêchés d'abord par les pays européens eux-mêmes, par exemple en France le téléphone vert, les différents mécanismes, en Angleterre aussi, dans d'autres pays européens, et aussi le côté, si vous voulez, Turquie, la Turquie avec qui les Européens se sont entendus pour qu'ils interdisent le passage de jeunes radicalisés, si vous voulez, en Syrie. Avec ces mécanismes-là, on a réussi quand même à restreindre le nombre des départs. Par la suite, comme Daesh a eu aussi un problème d'extension, puisque à partir de la fin de 2015, c'est la crise de Daesh. Il se restreint du côté irakien, il perd une grande partie de ses territoires. Mossoul est sur le point de tomber. Raqqa sera vraisemblablement aussi prise dans les mois à venir. Bref, il y a ce qu'on pourrait appeler la fin de l'expansion fulgurante de Daesh pendant la période qui s'étend de 2013 à 2015. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a une sorte de repli. En 2016, il y a moins de jeunes Européens qui sont partis pour les raisons que j'ai invoquées, mais il y en a quand même eu pas mal, et il y a eu des vocations, et surtout, certains de ces jeunes qui n'ont pas pu partir ont eu une colère profonde et se sont retournés contre les pays. Par exemple, le jeune qui a tué le prêtre en Normandie, Saint-Nicolas de Rouvray, par exemple, avait essayé de partir 2 fois, on lui avait refusé le départ, et pour cette raison, il a tué ce prêtre. On a aussi d'autres cas, par exemple, de jeunes femmes qui voulaient partir et dont le refus des autorités de les laisser partir a été, en un sens, interprété par elles comme une sorte de déclaration de guerre, et ils ont voulu faire sauter une voiture pleine de bonbonnes de gaz en septembre 2016 dans un quartier touristique de Paris, près de Notre-Dame de Paris. Alors, donc, phénomène de rupture par rapport à Al-Qaïda qui n'a pas d'équivalent en Europe. Il n'y a pas eu de transformation majeure en Europe qui a induit, si vous voulez, cette démultiplication sur le plan d'abord quantitatif des candidats, en quelque sorte, à la jonction avec Daesh. Alors, je vais rapidement faire le descriptif de ces nouvelles composantes qui n'existaient pas auparavant et qui, avec Daesh, en un sens, ont pu s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler la lignée du terrorisme au nom de l'islam. Je dis bien au nom de l'islam parce que, encore une fois, c'est une interprétation que ne partage pas une grande partie des musulmans. Alors, il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les adolescents, les post-adolescents, les adolescentes et les post-adolescentes. Et là, c'est un phénomène nouveau. En Europe, on n'avait pas eu, par exemple avec Daesh, ou dans les terrorismes classiques, que ce soit par exemple dans les années 1970, avec les Brigades Rouges, Baader-Meinhof-Gruppe ou Action Directe en France, on n'avait pas d'adolescents ou d'adolescentes engagés dans le combat. Avec Daesh, c'est une innovation perverse, mais c'est une innovation. Daesh arrive à attirer des adolescents, des adolescentes et des femmes. Avec Fethi Benslama, nous travaillons sur un livre concernant les jeunes femmes et les jeunes filles qui sont parties, on espère pouvoir faire sortir dans quelques mois, et nous décrivons en long et en large cette dimension de Daesh, à savoir la capacité diabolique de faire venir en Syrie et en Irak des jeunes filles et des jeunes femmes qui, en Europe, se sentaient ou se sentent plus ou moins dans une situation
de désespoir ou en volonté de s'affirmer comme actrice sur une scène de guerre. Alors, ce côté adolescent, adolescente ou post-adolescent et post-adolescente, c'est une nouveauté de Daesh qui est quand même de grande importance. On n'a pas de statistiques précises pour chaque pays, mais on pense que c'est aux alentours, selon les pays européens, c'est entre 10 et 20%, ce qui est quand même un chiffre relativement élevé. Il y a une nouvelle catégorie aussi qui s'introduit et qui n'existait que de manière très liminaire, très marginale, avec Al-Qaïda, et c'est les femmes. En Europe, il y a eu 500, selon les statistiques disponibles. C'est-à-dire 10% des candidats qui sont partis sont des candidates. Si on regarde Al-Qaïda, le nombre des Européennes qui ont rejoint, en un sens, Al-Qaïda dans différents pays, c'est vraiment, ça peut se compter sur les doigts des deux mains, peut-être deux ou trois de plus ou de moins, mais leur nombre est extrêmement limité. Avec Daesh, on voit bien qu'il y a quand même une rupture. Il y a 500 et il y en a beaucoup qui seraient partis qui n'ont pas pu, compte tenu de restrictions institutionnelles dont j'ai parlé. Donc, adolescente, femme, et c'est fondamental comme catégorie, parce qu'on sait très bien que Daesh ne réserve pas un traitement très égalitaire aux hommes et aux femmes en Syrie et en Irak. Et donc, voir que des Européennes, et aussi des musulmanes des pays comme par exemple la Tunisie, partent, pose un problème d'interprétation et de compréhension. Il faut se mettre dans leur imaginaire, il faut se mettre dans leur tête pour comprendre pourquoi. Évidemment, en se servant des cas disponibles, des travaux disponibles un peu partout en Europe maintenant, sous une forme plus ou moins systématique. Alors, on sait très bien, par exemple, que pour les adolescents et les adolescentes, il y a deux cas de figure majeurs. Évidemment, je n'aurai pas le temps de développer, mais il y a d'abord ceux ou celles qui souffrent, qui ont souffert de la violence, des problèmes majeurs dans la société ou dans la famille, etc. Et pour qui Daesh est une sorte de thérapie, le départ étant en quelque sorte une manière de mettre fin à la souffrance psychologique qui peut être réelle ou imaginaire. Mais il y a aussi une autre catégorie qui est tout aussi importante et qui est celle des adolescents et des adolescentes qui veulent accéder à l'âge adulte et dont on peut dire qu'il arrive par ce phénomène comme suite à un rite de passage, en quelque sorte, à se faire reconnaître comme adulte. Ce travail, évidemment, est beaucoup plus complexe et cette dichotomie est artificielle. Il y a beaucoup de cas intermédiaires, mais peu importe. L'essentiel est de comprendre que cette nouvelle catégorie n'existait pas en Europe sous cette forme-là dans les cas de terrorisme classique. Un autre phénomène très important, c'est les convertis. Les convertis existaient, mais leur nombre était très limité. Or, maintenant, on voit bien que les convertis font quand même un pourcentage relativement élevé. Ils sont selon les pays, entre 6, 7, 8%, par exemple le cas de la Belgique, et la France entre 15 et 18% selon les statistiques. Un point, les statistiques font problème en Europe parce que les différents pays n'ont pas le même système. Il y a des formes de décomptage, si vous voulez, qui sont différentes d'un pays à l'autre, ce qui pose un vrai problème. On a les statistiques des services américains qui essaient d'avoir une vue uniforme, mais ces statistiques aussi font, en un sens, font référence aux statistiques européennes de chaque pays. Par conséquent, il y a aussi une indétermination, une imprécision liée aux statistiques, ce qui fait qu'il y a des marges, quelquefois de plusieurs pourcents, selon les différentes statistiques auxquelles on fait référence. Peu importe. Les convertis sont quand même une catégorie extrêmement importante, et là aussi, il y a une nouveauté de Daesh, non pas dans le fait qu'il y ait des convertis, mais dans la proportion des convertis et des convertieux, c'est-à-dire des femmes et des filles, qui se sont engagées dans la voie de l'islamisme extrémiste de Daesh. Un autre phénomène qui est tout aussi important et qui existait auparavant, mais dont quantitativement on voit bien
qu'il y a vraiment une sorte de rupture, à savoir les classes moyennes. Les classes moyennes ont existé et parmi ceux qui se réclamaient du djihadisme, mais leur nombre était quand même relativement restreint. Maintenant, on n'a pas de statistiques précises, mais on pense qu'ils forment entre le tiers et le quart des vocations djihadistes parmi les 5000 qui sont partis, ce qui est quand même une proportion extrêmement importante. Et parmi eux, il y a beaucoup qui sont des convertis. Une autre figure très importante dans le djihadisme de Daesh, qu'on ne trouve pas sous cette forme-là, chez Al-Qaïda ou les autres cas d'extrémisme en Europe, c'est ce qu'on pourrait appeler les cas psychopathologiques. Les cas psychopathologiques sont très importants. Daesh, contrairement à Al-Qaïda, a tenté d'attirer en quelque sorte les personnes qui ont des problèmes mentaux en les incitant soit à venir en Syrie et en Irak, ou soit depuis 2016 à rester chez eux, mais à perpétrer des attentats. Et là, ces cas-là, on le voit très bien en prison, on le voit très bien ailleurs, c'est quand même un phénomène très important. Un autre cas aussi qui pose problème, mais qui est plutôt en continuité avec Al-Qaïda, du moins pour ce qui est de l'Europe, c'est ce qu'on pourrait appeler les jeunes qui ont un passé délinquant. C'est-à-dire des jeunes qui, en France par exemple, proviennent en grande partie des banlieues. En Angleterre, c'est surtout des jeunes, des Pakis, comme on l'appelle, d'origine pakistanaise ou bangladaise, et qui ont aussi eu des problèmes dans les poor inner cities ou bien dans des banlieues pauvres. Bref, cette catégorie-là est celle dont on pense, à juste titre, qu'elle est quand même importante, à savoir les jeunes qui ont un passé délinquant, mais dont la délinquance est liée aussi à ce qu'on pourrait appeler des problèmes d'intégration de deuxième, troisième, quatrième génération en Europe, à savoir des jeunes qui ont le sentiment que l'avenir est bouché, qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'il y a ce qu'on appelle chez les anglo-saxons no future, et par conséquent qui sont en rupture de banc avec la société et qui donnent un sens sacré à leur haine de la société. Enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler les catégories de classe moyenne qui posent un vrai problème. Jusque-là, si vous voulez, tant qu'il y avait des jeunes qui avaient un passé délinquant, qui avaient un passé lié à ce qu'on pourrait appeler la non-intégration dans la société, la question ne se posait pas. Mais maintenant, c'est quand même des jeunes de classe moyenne, c'est-à-dire des jeunes qui habitent des quartiers qui ne sont pas des banlieues, qui sont des quartiers normaux, entre guillemets, en Europe, et qui, par exemple, se radicalisent, et il y en a qui sont partis, et il y en a qui ont voulu partir, mais qui ont été empêchés de partir. Et donc, chez eux aussi, il y a un vrai problème. Alors, comment l'interpréter en deux mots? On est dans une Europe où il y a d'un côté ce qu'on pourrait appeler l'absence d'utopie. On est dans une société européenne post-utopique. Les utopies qui mobilisaient les jeunes et la société, c'était le socialisme, le républicanisme en France, le nationalisme dans d'autres pays, le communisme, et toutes ces utopies ont subi en quelque sorte l'outrage du temps. On n'a plus d'utopie, et donc le vivre ensemble pose un vrai problème dans les sociétés européennes. À cela s'ajoute un autre phénomène, surtout avec les classes moyennes, c'est l'absence de perspective de promotion sociale. On avait, jusqu'à il y a 15 ans, la possibilité, du moins dans l'imaginaire des jeunes, que les jeunes de classe moyenne auraient un statut meilleur que les jeunes, si vous voulez, que leurs parents. Or, ce phénomène a été remis en cause. Maintenant, ce qui prévaut dans les classes moyennes européennes, parmi les jeunes, c'est le sentiment, la peur du déclassement, la peur qu'on perde en quelque sorte sa promotion, la promotion que les parents ont eue. C'est-à-dire qu'on devienne en quelque sorte, qu'on se prolétarise, qu'on devienne sans emploi, qu'on soit réduit au chômage. Bref, dans les classes moyennes, il n'y a plus d'horizon, d'espérance projetée dans le futur, mais comme un sentiment de
de peur intériorisée d'un avenir dont on ne maîtrise plus les ressorts. Et là, je crois que ça aussi c'est un phénomène qui favorise Daesh, parce que Daesh proposait une utopie qui, pendant au moins 3 ans, a, en un sens, enthousiasmé une partie de la jeunesse européenne, à savoir un avenir brillant, une promotion sociale pour les couches déshéritées. Venez, par exemple, on avait beaucoup de vidéoséquences où on voyait comment les jeunes avaient par exemple, une 4x4 avec des lunettes Ray-Ban, avec une chemise Lacoste et avec cet air de chevalier de la foi, si vous voulez, une mitraillette lourde qu'ils portaient sur leur dos. Alors, ce phénomène, c'est-à-dire promotion de soi, mais aussi une utopie, à savoir l'utopie néo-califale, l'utopie d'un califat qui aurait été revigoré du fait même de sa promotion fulgurante au sein du monde musulman et qui prendrait le monde entier d'assaut. Eh bien, cette utopie-là, avec cette promesse de promotion sociale, a eu une influence énorme. Chez les jeunes filles aussi, parce que c'est le culte du chevalier de la foi, le culte de la promotion de soi par le biais de la maternité, avec une maternité précoce qui a eu une influence énorme sur les Européens et les Européennes. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne peux pas m'étendre beaucoup, mais je voudrais aussi dire quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler la spécificité européenne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a d'abord un phénomène européen de cette ampleur et en second lieu, la différence entre les différents pays européens. Parce que les différents pays européens n'ont pas exactement les mêmes proportions de jeunes envoyés, ni la même composition sociale, si vous voulez, dans les personnes qui se sont retrouvées du côté de la Syrie et de l'Irak. D'abord, un phénomène saute aux yeux, à savoir ce qu'on pourrait appeler la différence entre les différents pays européens pour ce qui est des convertis. La Belgique, selon les données dont je dispose et qui sont plus ou moins fiables, je crois plus que moins, mais comme toutes les données d'ailleurs statistiques au sujet du djihadisme aujourd'hui, eh ben, ça a été entre 6 et 8%. C'est-à-dire une proportion relativement faible de jeunes convertis. La France, c'est pratiquement le double. C'est-à-dire, selon des données, encore une fois, que ce soit UCLAF ou que ce soit d'autres données, c'est entre 13 et 18%. Pratiquement le double. L'Espagne, compte tenu d'un spécimen de jeunes djihadistes, c'est-à-dire entre les jeunes arrêtés en Espagne depuis 5 ans, eh ben c'est aux alentours de 13%. Bref, il y a un différentiel au niveau de ce qu'on pourrait appeler la conversion et le djihadisme. Il y a des pays qui prennent beaucoup plus et il y en a des pays qui prennent beaucoup moins. Les convertis, si vous voulez, ne se comportent pas numériquement, quantitativement, de la même façon d'un pays à l'autre. Il y a aussi un autre phénomène qui est tout aussi important, ce qu'on pourrait appeler la culture politique nationale. En France, c'est la laïcité, avec un certain nombre de faits qui sont liés à l'histoire de la France, et donc le rapport à ce qu'on pourrait appeler le foulard, la capacité de faire comprendre la nécessité d'enlever le foulard, mais aussi quelquefois un fondamentalisme laïque. Bref, on est dans une situation spécifique par rapport à un pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. Vraisemblablement, le fait que, par exemple, la violence des djihadistes en France ait été plus importante que dans les pays voisins, cela tient aussi, en partie du moins, à ce qu'on pourrait appeler cette vision de rapport au corps, à soi-même, aux autres, bref, les versions différentes de laïcité, parce qu'il n'y a pas qu'une seule version, il y en a plusieurs, qui circulent en quelque sorte dans la société française. Un autre problème qui est tout aussi important et qui fait la différence entre les différents pays européens, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler la structure urbaine. La structure urbaine est très importante parce qu'en France, on a le phénomène des banlieues.
le phénomène des banlieues, on le voit très bien que la plupart des vocations djihadistes proviennent de ces structures-là, c'est-à-dire sentiment de ne pas avoir d'avenir, sentiment d'être stigmatisé, sentiment qui a une part de réalité. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment, mais il s'agit d'une réalité, ce qu'on pourrait appeler le rejet de l'islam, l'islamophobie, le rejet de l'arabe. On le trouve plus ou moins dans d'autres pays européens, par exemple en Angleterre, avec aussi la version islamophobique de la société anglaise, mais qui se décline sous une forme différente. Le cas des banlieues françaises, si vous voulez, comme structure urbaine, a une certaine spécificité qu'on ne retrouve pas avec les mêmes dimensions dans les autres pays européens, même si, par exemple, dans beaucoup de capitales européennes, on a des quartiers que j'appelle les quartiers banlieusardisés. Des quartiers où il y a l'exclusion, où il y a un taux de chômage extrêmement élevé, où il y a des jeunes, si vous voulez, qui se sentent mis à l'écart de la société. Bref, ce phénomène d'exclusion sociale, de sentiment de rejet par la société de ces jeunes d'origine immigrée pose un vrai problème de quadrature de cercle en Europe. Et on voit bien qu'une bonne partie des vocations djihadistes proviennent précisément de ces quartiers-là. Je veux dire, si aux États-Unis, on ne peut pas généraliser parce que ce phénomène est différent de nature, aux États-Unis, c'est surtout les musulmans blancs sont des musulmans de classe moyenne, voire de classe moyenne supérieure. Par conséquent, la question des banlieues ne se pose pas, ou au Canada sous cette forme-là. Par contre, en Europe, comme c'est d'origine populaire, la plupart des jeunes musulmans sont des jeunes d'origine populaire, deuxième, troisième, voire quatrième génération, il y a un vrai problème d'intégration et de ce qu'on pourrait appeler une synthèse entre ce que l'on peut penser être légitime dans la particularité de chacun et ce qui devrait être en quelque sorte la citoyenneté dans l'espace public. C'est un vrai problème européen et on est très loin d'avoir trouvé une solution à ce niveau-là. Et il y a ce sentiment, par exemple, chez une bonne partie de ces jeunes, dans leur imaginaire, d'une victimisation totale. Que cette victimisation, c'est-à-dire le fait qu'ils se sentent rejetés, stigmatisés, infériorisés, vivent leur vie comme étant en marge de la société, ce phénomène, évidemment, a une réalité incontournable. Mais ce n'est pas aussi radical qu'ils ne le disent. Et c'est ça tout le problème. D'un côté, c'est un constat d'une situation, et de l'autre, le fait, ils le disent souvent, que toutes les portes sont fermées, ce n'est pas vrai. Toutes les portes ne sont pas fermées. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une minorité de jeunes d'origine immigrée en Europe qui accèdent au statut des classes moyennes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus heureux. Il y a encore des phénomènes de préjugés sociaux, mais aussi de leur part des réactions quelquefois qui posent problème, et qui fait que l'intégration des musulmans des classes moyennes comme des classes populaires en Europe est un processus long et qui est très loin d'être accompli, du moins en ce moment-là. Bref, on est face à un certain nombre de problèmes liés à Daesh qui en font la spécificité, mais Daesh a fondé, heureusement qu'on peut parler de plus en plus au passé de Daesh, parce qu'il est sur le point, j'espère, de disparaître, compte tenu du mal qu'il a fait aux sociétés syriennes et irakiennes, mais aussi au monde musulman. Eh bien, j'espère qu'il disparaîtra, mais il est encore là. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que l'attrait d'une partie importante de la jeunesse européenne pour Daesh est lié aussi à des phénomènes qui sont de nature sociale. Et par conséquent, l'intégration de ces jeunes dans les sociétés européennes est un problème entier qu'il faut prendre à bras le corps et dont il ne faut pas mésestimer l'importance dans ces formes de radicalisation. Merci de votre patience.